Il existe des armes qui tuent avant même le tir. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Un son, une ombre, un sifflement dans le ciel, et la capacité de combat de toute une unité s'effondre avant même que le premier obus n'atteigne sa cible. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a créé plus d'armes de ce genre que durant toutes les guerres précédentes réunies. Aujourd'hui, 10 exemples après lesquels combattre est devenu plus effrayant que mourir. MG42. Les soldats alliés le surnommaient de différentes façons. La scie circulaire d'Hitler, la tondeuse à gazon, le broyeur d'os. Chaque surnom parlait du son qu'il produisait. Une mitrailleuse ordinaire de l'époque tirait entre 450 et 600 coups par minute. Le MG42 en tirait 1200. Ce n'était pas une rafale, mais un hurlement continu et déchirant, dans lequel l'oreille humaine ne distinguait plus les coups séparés. L'armée des États-Unis a tourné un film d'instruction spéciale. Non pas pour apprendre à esquiver les balles, mais pour apprendre à ne pas perdre ses moyens face au seul son de cette mitrailleuse. Le mécanisme était simple et impitoyable. Une culasse à galets avec un recul emprunté au canon. La cartouche Mauser de 7,92 sur 57 mm. Après 250 coups, le canon chauffait et commençait à perdre en précision. Les Allemands ont réglé ce problème avec une trappe latérale rabattable. Un seul homme changeait le canon en 6 secondes. Tant que la bande de munitions n'était pas épuisée, la mitrailleuse ne se taisait pas. Un seul équipage en position pouvait empêcher toute une section ennemie d'avancer. Pas grâce à la précision, mais parce que face à un tel son, l'instinct le plus élémentaire de l'homme s'éteignait, celui de se lever et d'avancer. Junkers Ju-87. Si le MG42 frappait depuis le sol, le Junkers Ju-87, la Stuka, frappait depuis le ciel. Et lui aussi par le son. Sur les jantes de train de ce bombardier en piqué étaient montées des hélices spéciales, que les soldats soviétiques appelaient l'orgue de barbarie et officiellement les trompettes de Jéricho. Pendant le piqué, le flux d'air qui arrivait faisait tourner ces hélices et l'appareil se mettait à hurler. Plus l'angle de piqué était raide, plus la tonalité montait et devenait forte. Le pilote pouvait se passer des instruments, le son lui-même indiquait la vitesse. Et pour les hommes en bas, ce hurlement croissant ne signifiait qu'une chose, c'était le moment. La Stuka entrait en piqué sous un angle pouvant atteindre 90 degrés, en accélérant jusqu'à 600 km/h. La surcharge à la sortie atteignait 6 unités et les pilotes perdaient régulièrement connaissance. C'est pour cette raison que l'appareil était équipé d'un système de sortie automatique du piqué. La machine se redressait toute seule pendant que le pilote reprenait ses esprits. La bombe partait au tout dernier moment, avec une précision de largage tenant dans un cercle de 30 mètres de diamètre. Mais la véritable arme n'était pas la charge explosive. La véritable arme était le hurlement, quelques secondes avant elle. Vers 1943, les sirènes ont été retirées. Les chasseurs alliés avaient alors appris à abattre la Stuka à la sortie du piqué. Mais en 1939, 1940 et 1941, ce son brisait les défenses plus vite qu'aucune bombe. Katyusha. Sur le front de l'Est, la Wehrmacht n'avait pas de réponse à une seule question. D'où cela venait-il? Le véhicule de combat d'artillerie à roquettes BM-13 portait 16 rails de lancement pour des obus de 132 mm de calibre. Une salve complète durait 7 à 10 secondes. 16 roquettes de 42 kg chacune partaient dans les airs l'une après l'autre à un intervalle d'une fraction de seconde. L'obus parcourait une distance de 8 km et demi. Un bataillon de 12 véhicules tirait 192 obus en une seule salve, l'équivalent d'un tir simultané de 12 régiments d'obusiers lourds. Après la salve, les véhicules repartaient. L'artillerie lourde classique occupait une position pendant des heures. La Katyusha arrivait, tirait et disparaissait, plus vite que le premier obus n'atteignait sa cible. Les rapports allemands, après les premières rencontres avec cette arme, en juillet 1941, étaient paniqués, affirmant que les Russes avaient employé une batterie disposant d'un nombre inhabituel de pièces. Ce n'était pas tout à fait exact. Ils avaient employé une arme qui ne laissait aucun temps de réaction. Les soldats de la Wehrmacht l'appelaient l'orgue de Staline, à cause du hurlement caractéristique de l'empennage des roquettes en vol.
Un son après lequel il ne restait plus qu'à se coucher et attendre. Lance-flamme M2. Sur le théâtre du Pacifique, la guerre était descendue sous terre. Les garnisons japonaises avaient aménagé leur position dans des grottes, des tunnels, des bunkers en béton creusés à même la roche. Ni les balles, ni les grenades n'y parvenaient. La flotte des États-Unis pouvait bombarder une île depuis ses navires pendant des jours entiers, et les hommes dans les tunnels restaient en vie. Pour briser cette défense, il fallait une autre physique. Le lance-flamme portatif M2 pesait 35 kg une fois chargé. 15 litres de liquide incendiaire épaissi sous pression d'azote. Le soldat le portait sur le dos en position debout, car la construction ne permettait pas autrement. La portée du jet atteignait 45 mètres. Le mélange enflammé coulait au coin des murs, montait le long des parois, s'infiltrait dans les fissures. Le bunker se transformait en four en quelques secondes. Mais le véritable tueur n'était pas le feu. Le mélange en combustion consumait tout l'oxygène à l'intérieur, laissant derrière lui une atmosphère de monoxyde de carbone. On pouvait survivre à la chaleur. On ne pouvait pas survivre à l'air. Les soldats équipés de lance-flammes étaient les premières cibles des tireurs d'élite japonais. Tout le monde le savait. Malgré cela, ils avançaient en premier. Sans eux, l'assaut de chaque île fortifiée se serait étiré sur des semaines de pertes supplémentaires. Torpille type 93. Au début de la guerre dans le Pacifique, les marins alliés croyaient à la sécurité que donnait la distance. Si aucun navire japonais n'était en vue, alors on était en sécurité. Cette conviction a coûté la vie à des centaines d'hommes. La torpille type 93, que les Américains ont par la suite surnommée la longue lance, fonctionnait à l'oxygène pur et non à l'air comprimé comme tous les modèles équivalents de l'époque. Cela lui donnait 3 avantages: une vitesse pouvant atteindre 96 km/h, une portée allant jusqu'à 40 km et une absence quasi totale de sillage de bulles à la surface de l'eau. La torpille avançait comme une ombre invisible. La torpille américaine standard de cette période avait une portée maximale d'environ 13 km et demi. La torpille japonaise avait une portée 3 fois supérieure. Les navires alliés explosaient sans raison apparente. Aucun navire japonais n'était à l'horizon. Aucun sillage n'apparaissait sur l'eau. Personne n'entendait le bruit du tir. La charge militaire pesait 490 kg d'explosifs. Un seul impact suffisait à mettre un croiseur lourd hors de combat pour 6 mois, au minimum. Ce n'est qu'en 1943 que les Américains sont parvenus à remonter un exemplaire complet et à comprendre à quoi ils avaient affaire depuis le début. Canon de 88 mm. Les ingénieurs allemands l'avaient conçu comme une pièce anti-aérienne pour abattre des bombardiers jusqu'à une altitude de 11 km. La vitesse initiale de l'obus atteignait 820 mètres par seconde. C'est précisément cette vitesse, nécessaire pour atteindre un avion dans la stratosphère, qui a fait de ce canon un tueur de chars idéal. Les officiers allemands en Afrique du Nord et en France l'ont compris avant même que ce fait ne parvienne aux Alliés. L'obus, d'un poids de 9 kg, suivait une trajectoire si tendue que le tireur n'avait presque pas besoin de correction de distance. La cible était touchée exactement là où pointait la lunette de visée. Les chars alliés brûlaient à des distances où leurs propres canons ne pouvaient pas encore répliquer. Chez les équipages américains et britanniques est apparu un phénomène que les psychologues militaires ont plus tard appelé la phobie du 88. Toute explosion sur le champ de bataille, absolument toute, était attribuée à ce canon, même là où il n'était physiquement pas présent. En août 1944, sur les fronts de l'Ouest et de l'Est réunis, on comptait presque 11 000 exemplaires de cette pièce d'artillerie. Mais la peur était disproportionnée, même par rapport à ces chiffres. Tigre. Les premiers équipages alliés confrontés à ce char en 1942 n'ont pas tout de suite compris ce qui se passait. Les obus de leurs canons touchaient la cible et ricochaient. La cible, elle, continuait à avancer et à tirer. Au total, 1354 exemplaires ont été produits. À titre de comparaison, rien que les Sherman américains ont été fabriqués à environ 49 000 unités. Mais l'influence du Tigre sur le cours de la guerre était sans commune mesure avec son nombre. Le blindage frontal atteignait 100 mm.
Son canon était le même canon de 88 mm qui semait déjà la terreur chez les Alliés en position découverte. La portée de tir efficace était de 2 km et plus, ce qui dépassait la portée de riposte de la plupart des chars alliés. Le phénomène de la tigrophobie est devenu un problème officiellement reconnu par le commandement allié. Des équipages rapportaient des rencontres avec des tigres là où il n'y en avait aucun, prenant d'autres blindés allemands pour des tigres. Un véritable tigre en position pouvait changer la tactique de colonnes entières. On ne pouvait le détruire qu'en l'attaquant de flanc ou par l'arrière, à une distance presque nulle. Cela exigeait soit beaucoup de chance, soit beaucoup de courage, soit les deux à la fois. V1. Jusqu'à l'été 1944, les habitants de Londres savaient que si un avion apparaissait dans le ciel, cela signifiait qu'il y avait un pilote, une cible, une certaine logique. Le 13 juin 1944, tout cela a pris fin. Le V1 fut la première arme sans pilote produite en série dans l'histoire. Un missile de croisière équipé d'un statoréacteur pulsé. Les Londoniens l'appelaient la bombe bourdonnante, à cause du bruit caractéristique et crépitant de son moteur, audible plusieurs minutes avant qu'elle n'apparaisse au-dessus des têtes. Sa vitesse atteignait 656 km/h. Sa charge explosive pesait entre 700 et 850 kg. Mais ce n'était pas cela en réalité qui terrifiait le plus les gens. Le système de guidage du V1 reposait sur un compteur mécanique relié à un anémomètre à hélice placé dans le nez. Le flux d'air entrant faisait tourner une petite hélice et lorsque le compteur de distance revenait à zéro, les gouvernes basculaient l'engin vers le bas et le moteur s'arrêtait. C'est précisément à cet instant, quand le crépitement s'interrompait, que le silence tombait sur la ville. Tous ceux qui entendaient cette coupure du son savaient qu'il leur restait quelques secondes. En 9 mois d'utilisation contre l'Angleterre, environ 10 000 engins ont été lancés. 3 200 ont atteint le territoire du pays, dont 2 419 sont tombés sur Londres. 6 184 personnes sont mortes. Environ 100 000 bâtiments ont été endommagés. Ce fut la première arme qui ne nécessitait plus de soldats, seulement une usine, du carburant et des coordonnées. Bombe atomique. Le 6 août 1945, à 8h15, au-dessus d'Hiroshima, à une altitude d'environ 600 mètres, explosait la bombe atomique surnommée Little Boy, d'une puissance de 13 à 18 kilotonnes en équivalent TNT. Le 9 août, au-dessus de Nagasaki, explosait Fat Man, d'une puissance d'environ 21 kilotonnes. La température à l'épicentre de l'explosion atteignait 3000 degrés. Tout être vivant se vaporisait instantanément dans la zone d'action directe. Sur les marches en béton des bâtiments sont restées des ombres humaines, non pas des corps, mais de simples empreintes contrastées, gravées par l'impulsion thermique en une fraction de seconde. L'onde de choc a rasé au sol tout ce qui se trouvait dans un rayon d'1,5 km. Mais le tueur le plus durable s'est révélé être la radiation, un rayonnement ionisant qui s'accumulait dans l'organisme et tuait les gens pendant des mois et des années après l'explosion. Jusqu'à ce moment-là, la peur de la guerre était compréhensible. La balle, l'obus, le feu, quelque chose de visible, quelque chose dont on pouvait se protéger ou fuir. La bombe atomique a annulé cette logique. Elle ne laissait ni distance de sécurité, ni abri, ni temps de réaction. Elle a transformé l'air lui-même en arme. Et c'est précisément pour cela que son apparition n'a pas simplement mis fin à la Seconde Guerre mondiale, elle a changé le sens même du mot « guerre ». Phosphore blanc. La bombe atomique tuait des villes, mais la dernière arme de cette liste tue autrement, non pas par son ampleur, mais parce que le corps n'a face à elle aucune réponse valable. Le phosphore blanc s'enflamme spontanément au contact de l'oxygène de l'air. Sa température de combustion atteint 1300 degrés. Il colle à la peau et aux vêtements et continue de brûler jusqu'à combustion complète ou jusqu'à ce que l'accès à l'oxygène soit coupé. On ne peut pas l'éteindre avec de l'eau. Tant qu'il reçoit de l'oxygène, il brûle même sous l'eau. La dose mortelle par ingestion se situe entre 50 et 150 mg. La fumée de sa combustion contient des acides phosphoriques et brûle les poumons. Face à une telle brûlure,
L'être humain n'a aucun instinct qui fonctionne. Verser de l'eau ne sert à rien, recouvrir ne sert à rien, courir attise le feu. Le seul moyen d'arrêter la combustion est de couper totalement l'oxygène. Pour un soldat à ciel ouvert, cela ne signifie qu'une seule chose. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le phosphore blanc a été employé par tous les camps du conflit, dans des grenades, des bombes aériennes, des obus d'artillerie. 20% des mortiers américains de 81 mm de calibre, lors du débarquement de Normandie, en étaient chargés. Non pas pour le feu, pour la fumée, pour la panique, pour que l'ennemi sache qu'il existe une arme contre laquelle il n'y a aucune protection, qu'on ne peut pas éteindre et qui brûlera jusqu'à ce qu'elle décide elle-même de s'arrêter. Abonne-toi à la chaîne si tu veux savoir comment les ingénieurs ont, encore et encore, trouvé de nouveaux moyens de briser ce qui semblait invulnérable. Et écris en commentaire quelle arme de cette liste te semble la plus effrayante. Pas la plus meurtrière, vraiment la plus effrayante.